Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur d'un document absolument fondamental. On décrypte ensemble le plan architectural d'un pays immense et complexe, la République démocratique du Congo. Promulguée en 2006, cette constitution, croyez-moi, c'est pas juste un texte de loi ennuyeux. En fait, comme le précise son exposé des motifs, c'est la fondation même d'un tout nouvel ordre politique. L'idée, tourner définitivement la page des crises et des conflits qui ont déchiré le pays entre 1996 et 2003 pour rebâtir l'État sur des bases démocratiques super solides. Pour bien se rendre compte de ce que ça représente dans le monde réel, regardez un peu ce document. C'est le vrai, l'authentique journal officiel du 18 février 2006. Ce petit fascicule matérialise l'accord global et inclusif signé à Pretoria. C'est littéralement l'outil concret avec lequel la RDC s'est engagée à redonner le pouvoir au peuple pour qu'il choisisse ses dirigeants. Un vrai point de départ pour une toute nouvelle ère. Alors pour que ce soit bien clair, on va structurer notre parcours autour de 5 grands piliers. 1. La structure de l'État. 2. Les droits fondamentaux. 3. Les devoirs des citoyens. 4. L'organisation des pouvoirs. Et enfin, 5. La protection de la Constitution. Allez, on attaque tout de suite avec notre premier point, la structure de l'État. Ce sont les véritables fondations de la République. Pour définir cet État souverain et uni, la Constitution s'appuie sur un chiffre clé, 25, c'est-à-dire 25 provinces distinctes, auxquelles on ajoute bien sûr la ville-capitale Kinshasa. Et cette fragmentation, elle n'est pas là par hasard. L'objectif, c'est vraiment de décentraliser le pouvoir, de créer des centres d'impulsion au niveau local, où chaque province a sa propre personnalité juridique et partage les recettes avec le pouvoir central. Mais du coup, au sommet de cette immense pyramide, qui détient vraiment le pouvoir suprême? Eh bien, l'article 5 tranche la question sans aucune ambiguïté. C'est le peuple. La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple. Il exerce ce pouvoir soit directement, avec des référendums ou des élections, soit indirectement, via ses représentants. Absolument aucun individu, ni aucune fraction de la population ne peut s'accaparer ce pouvoir. Ce qui nous amène à notre deuxième grande partie, les droits fondamentaux garantis, ou, si vous préférez, les murs qui protègent la maison. Pour protéger la dignité de chaque habitant, ces murs sont cruciaux. Les articles 11 à 43 listent ces garanties qui changent concrètement le quotidien. On parle de l'égalité absolue de tous devant la loi, sans aucune discrimination. On parle du droit sacré à la vie. La liberté individuelle, c'est la règle. La détention, c'est l'exception. Ajoutez à ça la liberté d'expression, celle de la presse. Et un truc énorme, l'enseignement primaire qui est non seulement obligatoire, mais aussi totalement gratuit dans les écoles publiques. Et là, il faut qu'on s'arrête 2 secondes sur l'article 14 parce que c'est une innovation majeure. La Constitution formalise carrément la parité homme-femme. Les pouvoirs publics ont pour mandat clair d'éliminer les discriminations, de lutter contre les violences faites aux femmes et d'assurer une représentation équitable dans toutes les institutions. C'est une vraie avancée juridique pour le développement social du pays. Bon, tous ces droits, c'est un bouclier fantastique. Mais, vous vous en doutez, ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce que l'État attend en retour? Parce que pour qu'un édifice aussi colossal tienne debout, il suffit pas d'y vivre, il faut l'entretenir. Et c'est exactement notre troisième point, les devoirs des citoyens. L'entretien régulier de la structure. Listés entre les articles 62 et 67, ces devoirs nous rappellent qu'en État, ça ne fonctionne que si tout le monde participe. C'est le moteur de la nation. Défendre le pays en cas d'agression, payer ses impôts, oui, c'est indispensable, traiter les autres sans discrimination pour maintenir la cohésion et protéger les biens publics. Bref, c'est la maintenance quotidienne de l'État. Il y a d'ailleurs un devoir hyper marquant dans l'article 64. Écoutez bien la formulation. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. C'est extrêmement puissant. En gros, les citoyens sont directement responsabilisés et deviennent les ultimes gardiens de la démocratie contre n'importe quelle tentative de coup d'État. Passons maintenant à notre quatrième partie, l'organisation des pouvoirs. Le toit et les infrastructures de notre édifice. Une fois les fondations et les murs en place, comment on dirige tout ça? L'article 68 crée 4 piliers institutionnels. L'idée, c'est d'avoir un fonctionnement fluide, d'éviter les clashs et surtout d'empêcher toute dérive autoritaire grâce à une séparation bien nette entre le président, le Parlement, le gouvernement et la justice. Au centre de l'exécutif, on a le président de la République. L'article 74 grave dans le marbre son serment. Il jure de défendre la Constitution et le bien commun. Et pour garantir qu'il y ait du renouveau démocratique, son mandat est de 5 ans. Et attention, il n'est renouvelable qu'une seule et unique fois. C'est lui, le symbole de l'unité nationale. Face à lui, le pouvoir législatif. C'est un parlement à 2 chambres pour bien équilibrer les choses. D'un côté, l'Assemblée nationale, élue au suffrage direct par tout le monde, qui représente la nation entière. De l'autre, le Sénat,
élus au second degré par les assemblées provinciales. Ça permet de s'assurer que la voix et les spécificités de chaque province remontent bien jusqu'au sommet de l'État. Ensuite, on a le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre. Eux, ils sont dans l'action. Ils conduisent réellement la politique de la nation. Mais attention, ils ne font pas ce qu'ils veulent. La Constitution a prévu un contrôle strict. Le gouvernement doit rendre des comptes à l'Assemblée nationale, qui peut carrément le faire tomber via une motion de censure si la majorité n'est plus d'accord avec ses choix. Enfin, le quatrième et dernier pilier, le pouvoir judiciaire. L'article 149 est super clair là-dessus. La justice est totalement indépendante de l'exécutif et du législatif. Elle est gérée par un organe exclusif, le Conseil supérieur de la magistrature. Et pour que ce soit super efficace, le système est divisé en 3 ordres distincts. Les juridictions judiciaires, les administratives et bien sûr la puissante Cour constitutionnelle. Nous voici arrivés à notre 5e et dernière partie, la protection de la Constitution. Comment on sauvegarde tout ce plan à long terme ? Parce que oui, comment éviter que quelqu'un arrive et ne change les règles du jeu à son avantage avec le temps? La réponse, c'est le verrouillage absolu. La Constitution rend littéralement impossible la modification de certains principes clés. On ne peut pas toucher à la forme républicaine de l'État, ni au principe de suffrage universel, ni à l'indépendance de la justice, et encore moins au nombre et à la durée des mandats présidentiels. Les bases de l'État de droit sont scellées à double tour. Finalement, écrire une Constitution, ce n'est que le début de l'aventure. Ce texte magistral de 2006 a posé les bases théoriques d'une république forte et résiliente sur le papier. Mais la vraie question, celle qui compte aujourd'hui, comment la mise en pratique quotidienne de cette architecture juridique si complexe va-t-elle continuer à façonner la stabilité, la prospérité et le récit vivant de la République démocratique du Congo? C'est le défi de tous les jours. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous, on espère que tout est plus clair.